Bonjour à tous. Avant de commencer la critique sur les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald, je voulais vous dire que j'organise un jeu concours pour gagner un objet Harry Potter qui m'a été offert par la boutique du sorcier, donc restez jusqu'à la fin. Bien sûr, la critique comportera des spoils, je comprends pas ceux qui regardent des vidéos de critique sans avoir vu le film, mais bon, bref. Avant de commencer à faire une critique classique du film, on va analyser ensemble quelques passages. Dans ce film, on revient à nos racines de fans d'Harry Potter en retrouvant Poudlard en 1927, avec un Dumbledore très rajeuni, mais également avec Minerva McGonagall. Et là, en la voyant, ressemblant davantage à une nonne qu'à une sorcière, je me suis demandé quel âge elle avait pour pouvoir enseigner en 1927, parce que j'avais pas le souvenir qu'elle soit aussi vieille que Dumbledore. Après m'être un petit peu renseigné, après le film, McGonagall est née en 1935, ce qui veut dire que dans le film, elle enseigne 8 ans avant sa naissance. Mais c'est pas le pire, parce que McGonagall est également présente dans le flashback où on voit Leta Lestrange et Dragono dans le cours de défense contre les forces du mal, qui doit se passer en 1910, ce qui veut dire que McGonagall enseigne 25 ans avant sa naissance, ce qui n'est quand même pas une petite incohérence. Et là je me suis demandé, mais qui diable a pu trahir à ce point l'univers de J.K. Rowling? Qui a fait le scénario de ce film? Ah bah là, je sais plus quoi dire. Bon bah comme on parle de la scénariste, autant parler du scénario, Comme vous avez pu le voir, ça vous a pas échappé, le scénario paraît certains disent compliqué, moi j'appelle ça brouillon. Il y a quand même pas mal de raccourcis obscurs et de choix vraiment, mais genre vraiment bizarres. Jacob le Moldu qui retrouve la mémoire après avoir été oublietté. Et en plus il se défend, il se justifie auprès de Newt en lui disant que le sortilège oubliette efface que les mauvais souvenirs. Déjà c'est assez illogique qu'un Moldu explique comment fonctionne un sortilège à un sorcier, et en plus j'avais pas le souvenir que oubliette fonctionnait comme ça. Prenons par exemple Hermione qui oubliait de ses parents pour les protéger de la guerre. Et je pense pas que Hermione enfant soit un mauvais souvenir pour ses parents. Ensuite une autre scène qui m'a fait tiquer. C'est lorsqu'on voit un Aurore, on sait même pas qui c'est, j'ai même pas retenu son nom, qui va affronter Croyance. Et là, Croyance nous fait une grosse crise d'Obscurus, qui est quand même une forme de magie assez puissante, on l'a vu dans le 1, ça peut détruire totalement une ville. Et là, le mec, un Aurore, peut-être qu'il est puissant, mais il se protège simplement avec un bon vieux Protego et un sourire en coin, il est même pas en train de lutter. Donc ça veut dire que c'est avec Croyance que Grindelwald espère tuer Dumbledore. Donc si Dumbledore maîtrise Protego, ce qui je pense est un sortilège à sa portée, il devrait pas avoir de souci à se faire. En plus c'est vrai, le mec Protego, un sourire en coin, il a sa baguette comme ça, il regarde Croyance en train de l'attaquer et t'as l'impression que même moi je peux me protéger de Croyance quoi. Autre twist totalement invraisemblable, Leta Lestrange à 12-13 ans, elle est dans un bateau, le bateau est en train de couler, on est en train d'évacuer, et elle qu'est-ce qu'elle trouve à faire? Elle prend son petit frère et elle va l'échanger avec celui du voisin, parce qu'il pleurait. C'est vrai que lorsqu'un bateau coule, on doit sauver sa vie, le seul truc qui dérange c'est que son petit frère pleure. Et dire que c'est J.K. Rowling qui a imaginé ça, ça me rend malade. Et des choix comme ça dans le scénario, c'est pas ce qui manque. On peut parler de Queenie d'ailleurs. On connaît tous le filtre d'amour, ou à la rigueur les sortilèges d'amour, qui vont aider un sorcier à rendre un autre sorcier ou une autre sorcière amoureuse d'elle ou de lui. Mais là, Queenie, elle est amoureuse de Jacob, et Jacob est amoureux de Queenie, mais elle l'ensorcelle quand même pour qu'il soit amoureux d'elle, alors qu'il est déjà amoureux d'elle, enfin je comprends rien à cette affaire. Et le truc c'est que personne dans la production a dit à J.K. Rowling, écoute, cette affaire c'est un peu bancal, personne n'a voulu retoucher le scénario, ça me paraît invraisemblable. Et ça m'embête parce que son scénario, pour moi il tient pas debout, ça m'embête de la critiquer mais j'ai pas le choix. Donc voilà, pour moi l'intrigue n'avance pas, et le film se termine comme un épisode de Plus belle la vie, avec une grosse révélation, Dumbledore est ton frère, et là, bim, écran noir, c'est fini, on attend la suite. Et oui, il y en a qui vont dire, oui mais en fait c'est un film qui prépare la suite. Je veux bien d'accord, je veux bien être d'accord. Mais sachant que le premier Animaux Fantastiques, c'était un film qui était certes très sympa, mais qui préparait la suite. Alors là, on est en train de m'expliquer que la suite du film qui prépare la suite est également un film qui prépare la suite. Et c'est quand est-ce qu'on va payer un ticket de cinéma et qu'on va enfin voir un film avec l'intrigue qui avance? Au 5e film? En vrai, ça m'embête de gueuler comme ça, mais j'ai l'impression que pas que j'ai pas le choix, mais en sortant de la séance, je pensais pas à autre chose qu'à toutes ces incohérences. Assez parlé du scénario, parlons maintenant des personnages. À la barre des déceptions, j'appelle Dumbledore. Alors là, je parle pas des performances d'acteurs, je parle du personnage et de son importance dans l'histoire en tant que tel. Dumbledore, pour moi, c'est une déception parce qu'il a été introduit dans les Animaux Fantastiques 2, je m'attendais à beaucoup de choses de sa part, notamment sur sa relation avec Grindelwald, et au final, on se rend compte qu'on a fait 2 films avec Grindelwald, dont un avec Dumbledore et Grindelwald, et qu'on en apprend pas plus que ce qu'on a appris dans les livres Harry Potter. Et ça, c'est décevant. J'appelle encore à la barre des déceptions, Grindelwald. Il fut un temps où le grand méchant des films, Voldemort en l'occurrence, réunissait ses adeptes dans un cimetière sombre pour exécuter un enfant. Là, Grindelwald, il organise simplement un meeting politique à la fin du film. Tu vois un peu cette différence d'impact, on va dire. Et on n'a pas encore parlé de la fameuse scène d'évasion spectaculaire au début du film. Grindelwald est transféré d'une prison à une autre, escorté par des aurores qui sont, je l'espère, un minimum qualifiés, c'est pas des stagiaires du ministère de la Magie. Et parmi tous ces aurores,
dès qu'ils le voient s'évader, ils sont tous figés, il n'y en a aucun qui tente de l'affronter. C'est-à-dire qu'on aurait mis des moldus à la place, il n'y aurait eu aucune différence. Et c'est quand même dingue, à titre de comparaison, de se rendre compte que cette scène d'évasion, pas du tout épique, a été mise en scène par le même réalisateur qui a réalisé la course-poursuite au début d'Harry Potter 7. Mais pour David Yates, on reviendra sur lui plus tard. À la barre des déceptions, j'appelle Queenie. Malheureusement, Queenie. Dans le 1, elle était un peu fofolle, mais très attachante. Et là, dans le 2, elle est simplement fofolle, voire totalement niaise. D'ailleurs, elle passe du côté obscur un peu sans raison, sur un coup de tête. Mais en même temps, c'est le ressenti que j'ai eu pendant le film, je m'en foutais un peu qu'elle passe du côté des méchants, parce que j'avais envie de dire, t'es tellement pas utile du côté des gentils que tu peux aller de l'autre côté, ça changera rien, quoi. À la barre des déceptions, j'appelle toute la petite bande autour de Grindelwald. Alors oui, on va pas forcément toujours comparer Harry Potter avec les Animaux Fantastiques, mais si on y réfléchit 2 secondes, autour de Voldemort, il y avait quand même Bellatrix Lestrange, Greyback et plein d'autres mange-morts qui étaient pleins de charisme. Et là, autour de Grindelwald, on a qui? On a deux sorciers qui reviennent de temps en temps, on sait pas vraiment qui c'est, on connaît rien sur leur histoire, je sais même pas si on connaît leur nom d'ailleurs. Et à la barre des déceptions, j'appelle le dernier personnage, Nicolas Flamel, qui en fait ne sert à rien. Enfin, je pense que dans le film, on le voit autant que dans les bandes annonces. Ensuite, parce que tous les personnages n'ont pas été des déceptions, appelons maintenant à la barre des confirmations, Newt. Parce que s'il y a bien un personnage pour moi qui sauve le film, c'est Newt, et surtout sa relation avec les animaux fantastiques. Déjà, je trouve que d'un point de vue jeu d'acteur, Eddie Redmayne a encore forcé le trait sur la gestuelle et sur le langage corporel de Newt. C'est-à-dire que dans le 1, on voyait qu'il était pas tellement à l'aise avec les humains et plus à l'aise avec les animaux, et dans le 2, cet écart s'est encore accentué, et c'est super cool. Il est très à l'aise, même familier avec les animaux, et totalement incompatible avec les humains. Et la relation avec son frère est d'ailleurs très intéressante, car elle souligne cet aspect de sa personnalité. À la barre des confirmations, j'appelle Jacob, qu'on voit beaucoup moins que dans le 1, mais qui reste néanmoins très drôle, mais sans tomber dans la lourdeur, ce qui est quand même pas facile. Et ça c'est cool. À la barre des confirmations, j'appelle Croyance, car pour moi sa quête d'identité, sa recherche de soi et de ses origines est très intéressante. C'est juste dommage, je trouve, qu'il croise la route d'autres personnages, dont un, je mettrai sa photo ici, qui ont des quêtes, qui ont des motivations aussi peu intéressantes. Continuons en parlant des bonnes surprises, voire des très bonnes surprises du côté des personnages dans le film. À mon sens, on peut mettre tous les animaux fantastiques dans le même sac, ils sont tous très réussis, et même leur relation avec Newt est surtout vraiment bonne. Je pense particulièrement à la scène où il est dans sa valise, il s'occupe de tous les animaux, c'est vraiment extra, et ça nous rappelle un petit peu, avec nostalgie, ce qui a fait le succès du premier film. Et une petite dédicace au Zuwu, le dragon chinois. Et ce que j'aime bien dans le film, dans la personnalité de Newt, c'est qu'il utilise tout le temps des techniques un peu pas tellement conventionnelles, on va dire, pour mettre dans sa poche des animaux fantastiques. Je pense à la scène où il utilise le hochet pour mettre le Zuwu dans sa valise. Et c'est super, et c'est encore pour moi, et je me répète, c'est ce qui nous rappelle avec nostalgie ce qui a fait le succès du premier film. Continuons en voyant des bonnes surprises. S'il y a bien un personnage qui est pour moi une très bonne surprise, c'est Nagini. Alors que dans les films Harry Potter, on voyait Nagini uniquement comme un serpent allié de Voldemort qui pouvait parfois se transformer en humain, là on en apprend clairement beaucoup sur ses origines. On apprend que c'est une malédictus, c'est-à-dire une jeune femme en l'occurrence, qui a subi une malédiction et qui la nuit tombée se transforme en serpent, et qui un jour devra se transformer définitivement en serpent et ne pourra plus revenir à son enveloppe humaine. C'est très intéressant car cela permet de faire prendre de la profondeur à un personnage certes secondaire dans Harry Potter mais qui reste néanmoins important. En plus, Nagini peut créer, et je pense va créer un pont très intéressant entre les deux sagas, en passant de l'allié de Grindelwald à la fidèle alliée au bras droit de Voldemort. Parlons maintenant de la réalisation et du réalisateur David Yates. Déjà, dès les premières minutes, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai vu le visage des personnages, trop bien éclairé, tout lisse, sans aucun défaut. On a l'impression que c'est du Photoshop animé, on a l'impression que c'est un film d'animation en 3D, ultra réaliste. Alors oui, c'est bien fait, c'est joli, mais en soi, quand je veux voir un film, moi je veux voir des acteurs, je veux pas voir des choses trop belles, trop réalistes. C'est justement un peu ce que j'avais reproché à David Yates dans le 5e film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, lors de son éclairage, l'utilisation des lumières dans la scène au ministère de la Magie. Ensuite, et désolé David Yates, la scène d'évasion de Grindelwald est inintéressante, elle est plate. C'est le début du film, c'est la scène d'introduction avant qu'on voit le titre arriver, c'est le moment où il faut mettre le paquet. En plus, sachant que dans les 2h20 qui vont suivre de film, l'action il n'y en aura pas beaucoup. Donc là, c'est vraiment le moment de mettre une scène vraiment épique. Et quand je compare encore à la scène des 7 Potter d'Harry Potter 7, qui était monstrueuse d'intensité, d'impact et d'émotion, je ne peux être que déçu en voyant la scène d'évasion de Grindelwald.
J'ai toujours été de ceux qui défendent David Yates, qui défend son travail sur Harry Potter 6, et également qui trouvent que c'est très fort ce qu'il a fait sur Harry Potter 7 et 8, car c'est jamais facile de diviser un livre en deux parties. Mais là, pour ce film-là, pour les crimes de Grindelwald, il a fait une réalisation qui est pour moi télévisuelle. Il n'y a aucune, mais vraiment aucune prise de risque. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un seul plan imaginatif. J'ai l'impression que tous les plans durent à peu près tous 3-4 secondes, il n'y a pas de changement de rythme. Enfin, oui, David Yates a fait le travail, mais il a fait pour moi le minimum syndical. Et il a bien travaillé sur les autres films avant, mais là c'est le moment où il doit tirer sa révérence. Et ça me fait même peur, et ça me fait même mal au cœur de dire ça, mais j'ai peur de voir qu'il a signé pour tous les films de cette franchise. Ça veut dire qu'il a réalisé les 3 films suivants. En même temps, je vois pas quel réalisateur pourra accepter de prendre en main le 3e film de la saga, vu les incohérences scénaristiques qu'il y a eu au 2e. Bien entendu, cette critique ne reflète que mon avis, je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié le film, donc je vous demande justement de mettre en commentaire ce que vous avez aimé, parce que je suis loin d'être hermétique aux avis divergents du mien. Ensuite, tous les produits du décor de la vidéo ainsi que le t-shirt m'ont été offerts par la boutique du sorcier, une boutique 100% française qui vend que des produits sous licence officielle. Il est également bon de savoir que la livraison est offerte à partir de 50 € d'achat, et en plus vous avez un code promo de moins 15% avec le code DAVIDHP. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai absolument aucune commission sur vos commandes, c'est vraiment pour vous. Ensuite, parlons du jeu concours pour gagner le pop de Norbert Dragono. Pour participer, c'est très simple, vous allez sur notre page Facebook David et Mumu, et il y aura le post qui sera épinglé sur la page, avec marqué en majuscule « Jeu concours, les crimes de Grindelwald ». Vous aurez simplement à liker ce post et à le partager. Et ensuite, je vais procéder au tirage au sort, sûrement 10 jours, une semaine avant Noël, j'en ferai une vidéo. Comme ça, le gagnant aura son cadeau pour Noël. En attendant, je vous dis bonne chance pour le jeu concours, et à la prochaine.